Merci à tous d'être présents ce matin. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Limpide, on travaille sur des sujets d'innovation digitale avec des groupes principalement. Et dans le cadre de notre activité, on organise des talks qui sont des événements qui ont lieu chez nous habituellement. Et forcément, au vu du contexte, on l'a fait évoluer sur un format webinar. Ce format va être maintenu. On va continuer à les pousser tout au long de l'année. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous faire un petit résumé rapide de qui on est. Ah, est-ce que ça fonctionne bien chez vous? On est sur l'ID là, ouais, sur la fiche ID. Ça Ok, fonctionne. nickel. Donc, du coup, le talk d'aujourd'hui sera animé par Christophe, qui est en charge de la transformation digitale chez nos clients, direction générale plus globalement de la société. Naomi qui travaille sur le pôle commercial, business développement, et moi-même, Cyril, qui suis en charge du pôle BizDev. Alors, j'essaye de. Désolé, je vais accepter les gens. Je ne sais pas si Naomi, tu peux accepter les gens qui arrivent en cours de route. C'est moi qui suis obligé de le faire. Non, j'ai pas ton compte. Bon, bah, pas de souci, on va le faire. Euh, Alors, Limpide, pour vous représenter rapidement qui on est. On a monté la boîte en 2011. On fait l'année dernière 2 millions de chiffres d'affaires. Ces 2 millions de chiffres d'affaires, ils sont réalisés par une équipe d'une trentaine de personnes. On est répartis sur nos différents pôles de compétences, conseil, production. Le capital est détenu par les associés, ce qui nous permet pas mal de flexibilité dans nos projets et d'orienter aussi le contenu qu'on va produire à travers nos talks ou les projets qu'on va sortir selon nos choix et nos expertises. On a fait jusqu'ici 53 talks sur ce format-là, enfin sur le format événementiel, pardon, et le format webinar est un nouveau. Aujourd'hui, c'est le quatrième qu'on produit. Et vous pouvez bien sûr les retrouver en replay à la suite de cette présentation. Limpide, qu'est-ce qu'on fait? On a deux pôles d'expertise. Le premier, c'est l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est sur un projet digital, que ce soit une application interne, un logiciel ou autre, ou un site internet. On vient dans notre méthode de travail analyser la donnée, la data, analyser les comportements des utilisateurs. On va se rapprocher d'eux aussi à travers des interviews, des tests, et toute cette réflexion-là, on va la centraliser pendant des ateliers. On vient innover autour de ces données-là. Et derrière, ça va nous permettre de produire un projet digital basé sur les utilisateurs et pas forcément sur des convictions ou des croyances. On est vraiment dans une notion de performance là. Sur l'autre pôle, brand experience, on garde cette notion de performance pour faire vivre une marque. On va travailler sur des projets d'identité, de la création de contenu, des stratégies SEO, SEA, et, euh, et tout ça, on va le pousser pour faire vivre une marque dans le temps. Avant de commencer, une petite stat sur. C'est toujours intéressant de commencer sur un chiffre. Le confinement, je pense qu'on n'a pas besoin d'y revenir. Tout le monde sait ce que c'est. On a tous subi, vécu. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que à cause ou grâce au confinement, on a eu 32% des Français qui ont été obligés de digitaliser leurs usages pour faire leurs courses, pour faire des téléconsultations chez le médecin, voilà, on n'a pas pour travailler. Et ce qui est intéressant, c'est le chiffre qui en ressort. C'est de se dire que ce premier chiffre qui était obligé, là, on arrive à 22%, presque un quart des Français qui déclarent qu'à l'issue du confinement, ils vont souhaiter maintenir leurs usages et leurs nouveaux usages par rapport au digital. Ce chiffre, il est intéressant parce que pour vos entreprises, on voit vraiment un territoire d'opportunité. La digitalisation de son offre et être efficace sur le web ou sur ses outils, en fait, on voit que le marché va être réceptif.
C'est une étude Caméléon, le lien est dans la présentation qu'on pourra. Là-dessus, je rajouterais juste, pour compléter, Cyril, ce qui est intéressant en fait dans l'évolution des usages, c'est que le confinement, bah, forcément, nous a bloqués chez nous, avec une impossibilité de sortir, et qu'en fait, à part pour les besoins premiers, on va dire, comme acheter de la nourriture, mais on s'est rendu compte finalement que tous les autres comportements qu'on pouvait avoir en réel, dans le monde réel, on les a déportés sur le digital. Et donc, en tant qu'utilisateur, on a cherché à acheter, la preuve avec Amazon qui a continué à livrer presque toute la période de confinement. Après, on ne juge pas hein, les actions de logistique. Ça, c'est un parti pris dans lequel nous, on ne trempe pas. Mais c'est plutôt de se dire, finalement, ça a été permis parce que des entreprises avaient mis à disposition les outils qui nous ont permis de changer nos usages et de faire évoluer nos usages. Donc, en fait, ce chiffre-là, il est aussi à mettre en rapport avec le monde digital des entreprises qui s'est affranchi un peu de la représentation physique pour permettre aux gens d'aller acheter sur le web. Et la grosse différence, elle est là en fait, entre un restaurant qui, lui, malheureusement ne peut pas, à part s'il fait du Uber Eats, c'est la seule solution qu'il a pour pouvoir continuer à ouvrir. Là, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont réussi aussi à montrer, ah bah oui, nous on est ouvert, on peut vous livrer, vous pouvez venir chercher. Par contre, vous ne pouvez pas rentrer dans le magasin. Et c'est là où il y a vraiment on voit une fracture entre ceux qui sont équipés dans le digital et ceux qui ne le sont pas. Exactement. Et donc, du coup, pour être équipé dans le digital, la première chose à laquelle on pense quand on a une entreprise, c'est avoir un site internet. Le sujet d'aujourd'hui que nous allons traiter est la réalisation, la production d'un site internet sur mesure en télétravail. Est-ce que c'est possible? Comment on le fait? Et ça, on va vous le présenter. Et elle ressort d'une réalité, en fait. C'est nos clients, les conversations qu'on peut avoir, ou même des prospects, des projets qui allaient être signés, au moment du confinement, la question qui ressort, c'est est-ce qu'on a la capacité de le produire? Et la réponse est oui, hein, je vous spoil un peu. Et on va vous présenter comment aujourd'hui. On va faire un petit retour sur les 3 derniers mois. Euh, Effectivement, là, on en a parlé, l'évolution des usages, elle a été assez forte. Cyril, tu veux peut-être en parler? Ouais, effectivement, on a commencé à aborder l'évolution des usages sur ces 3 derniers mois à travers le premier chiffre. Forcément, la plupart des gens ont été impactés par du chômage partiel ou du télétravail. Comment ça a été possible? Grâce à des outils. Aujourd'hui, on est sur Zoom. Zoom, on en a beaucoup entendu parler en ce moment. Les plateformes digitales se sont aussi beaucoup développées, les plateformes collaboratives. Et dans la manière de fonctionner dans le monde professionnel, les entreprises qui n'étaient pas agiles ont eu beaucoup de mal à télétravailler versus d'autres qui étaient déjà très en avance là-dessus et qui n'ont quasiment pas subi de ralentissement d'activité, voire même pas du tout. Et, donc du coup, ouais, c'est des choses qui ont été intéressantes à étudier et qui ont pu sortir du lot par rapport au confinement. On est forcément aussi sur des exigences en hausse parce que qui dit télétravail et utilisation de Zoom, par exemple, ou de Hangout ou de n'importe quel outil de visio en, en 10 heures par jour, même 5 heures par jour, ça donne aussi une envie d'un outil qui soit euh, complètement opérationnel, sans bug, ultra simple à prendre en main. Et on va attendre toujours plus en fait, des outils qu'on va nous proposer pour pouvoir travailler et pour nous faciliter la vie. Le côté temps réel, il est ultra important aujourd'hui parce que c'est sûr que le collaboratif, si on ne le fait pas en temps réel, on perd énormément de temps. Et la simplicité, parce que nous, par exemple, on fait des confs sur Zoom quand on le fait sur nos webinaires, on les fait sur Hangout quand on fait en interne, on les fait sur Teams quand on le fait avec certains clients. Il y a aussi cette simplicité de prise en main des outils. Si je commence à mettre une demi-heure à prendre en main un outil, rien que ça, en fait, c'est une demi-heure qui va me stresser, qui va m'énerver, qui me rend beaucoup moins opérationnel. Donc, il y a toutes ces attentes aussi des 3 derniers mois, tout ce qu'on s'est forgé aussi comme nouveaux usages que demain, on va chercher aussi à continuer à avoir dans notre quotidien. Et après, il y a la rationalisation de l'offre, c'est-à-dire que
on se rend compte que le subjectif est à bannir. On se rend compte que finalement, je crois que le Covid a été clairement le boom de la data. Je pense que chaque Français a eu le droit à son reporting data quotidien par l'État. Et on se rend compte qu'en fait, les décisions, elles se prennent de plus en plus. Et en fait, elles se prennent presque tout le temps par la data. Sauf que ce n'est pas vraiment ancré dans la culture professionnelle. On a tendance à se dire qu'on a une vision stratégique et qu'il faut la suivre parce que si on bouge de cette trajectoire, on va perdre un peu le sens. Mais finalement, objectiver par la data, c'est aussi réorienter et c'est aussi gagner du temps. C'est réagir plus vite. Et comme le disait Cyril dans le premier pavé, c'est l'agilité. Si on n'est pas capable de réagir à une situation qui est en train de dériver, généralement, on va dans le mur. Donc, même si on a une strate qui est bien définie, la strate, dans un contexte comme celui-ci, elle ne tient pas forcément. L'assise mort, quoi. Enfin, il faut pouvoir faire des choses aussi qui soient héroïstes tout de suite. Investir, il y a des moments où c'est un peu un luxe, on prend du temps, on est en recherche et développement. Et puis, il y a des moments où il faut être opérationnel tout de suite, il faut être efficace, il faut voir tout de suite le retour de ce qu'on va mettre en place pour se dire, OK, là, je dois réagir, je dois faire quelque chose, il faut qu'on puisse le faire. Et quand on le fait, il faut pouvoir évaluer le retour sur votre activité. Quand on parle ROI, on ne parle pas uniquement ROI en chiffre d'affaires, on parle un ROI global. Regardez, nous, par exemple, sur ces webinaires, comme l'a expliqué Cyril, on avait une dynamique sur des talks à recevoir entre 15 et 25 personnes toutes les 2 semaines dans nos locaux. Génial. Enfin, nous, on adore ça, pouvoir parler avec passion de ce qu'on fait, voir les gens, discuter avec eux. Franchement, c'est ça aussi qui nous motive. Et puis là, du jour au lendemain, on n'a plus le droit. Et honnêtement, voilà, Cyril a travaillé avec l'équipe BizDev, avec Nicolas aussi, et on a sorti, OK, ben, on va faire un format webinaire. Et avant, on ne s'était pas mouillé là-dedans et on s'est dit, ben, on va le faire. Et aujourd'hui, on se rend compte que ben, d'autres gens nous ont rejoints, qu'on a continué à pouvoir prendre la parole, créer de nouveaux sujets. Et finalement, c'est aussi ça, le ROI, c'est de se dire, bah, ça se trouve, là, sur tous les gens qui nous écoutent, les 3 quarts, ils n'auraient pas pu venir dans nos talks. Et là, aujourd'hui, on a la capacité, enfin, on a la chance de pouvoir vous parler. C'est ça aussi. Le ROI, c'est de savoir évaluer la valeur de nos actions et de la rendre tout de suite profitable. Ça, c'est assez simple. Hein. À chaque crise, ses opportunités. Et finalement, on se rend compte assez fortement qu'en ce moment, les entreprises qui ont investi dans le digital, et pas pour être juste présents, mais qui ont une stratégie digitale, c'est celles qui vont survivre. C'est une évolution assez logique finalement. Tout ce qu'on dit depuis le début, ça tient sur de l'infrastructure. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une infrastructure au top avec de la 4G partout, avec de la fibre dans beaucoup de villes en France. Tout ça, ça permet de continuer à travailler. Et ce boom, finalement, il est là aussi et il permet à des entreprises d'être présentes sur le digital comme elles ne peuvent pas l'être dans leur vraie vie. Et malheureusement, on a des exemples depuis une semaine de boîtes qui sont en train de fermer. Je pense à Camailleux, je pense à Nafnaf, des boîtes de prêt-à-porter. Alors, il y a une évolution de la consommation dans le prêt-à-porter, mais il y a aussi l'émergence depuis 4-5 ans d'énormes plateformes dans le digital qui n'ont aucun magasin. Je pense à Asos, par exemple, qui eux, ont complètement pris le pouvoir sur le digital. Et finalement, ben, eux, ils subissent pas la crise comme Camailleux qui va fermer et qui va faire énormément de licenciés. Donc, investir dans le digital, c'est important, ça permet de survivre. Et si on a une stratégie digitale différenciante, ça permet de voir beaucoup plus loin. Et ça, on peut le faire soit sur un site internet, mais on peut le faire aussi sur de l'applicatif. Les sites internet, réaliser un site internet en remote, ça marche, c'est clair. Nous, c'est le retour d'expérience qu'on voulait partager en fait. C'est qu'au début de la crise, limpide, on est comme tout le monde. Hein. On a eu peur de la suite, pas savoir où on allait aller, pas savoir si nos clients allaient accepter de continuer à travailler. Résultat, personne n'a arrêté les projets. On n'a aucun client qui nous a dit on arrête. On a des clients qui nous ont dit on suspend les projets parce que oui, forcément, il y a un chômage partiel qui se met en place aussi de leur côté. Il faut pouvoir adapter les plannings. La disponibilité des gens, c'est pas la même. Par contre, les sujets digitaux, ils sont restés
au cœur de leurs problématiques et ils ont tout fait pour pouvoir les faire avancer. On l'a vu. Vas-y. Pardon. Je peux même rebondir sur les clients. Donc là, tu parlais des clients qu'on avait déjà ou des projets qui venaient d'être signés. Donc la production a suivi. Mais on a aussi des nouveaux clients. C'est le cas de Casa Yoga, par exemple, qui, entre le premier contact et la réalisation du projet, en fait, tout s'est fait pendant le confinement. Et ça, c'est un vrai territoire d'opportunité parce que pour eux, parce que Casa Yoga, c'est une plateforme de cours de yoga en ligne. Et donc, forcément, ce type de business a augmenté sa visibilité pendant le confinement, puisque les gens étaient chez eux. Et donc, pas de stress par rapport au global. Et on lance quand même des projets en 100% distance, quoi. Donc, ça fonctionne bien. Et on parlait d'opportunités tout à l'heure. Typiquement, ce genre de business eux, ils ont eu plus 2000 clients sur la période du confinement. Donc, c'est des très bons chiffres par rapport à leur activité. Et il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu, forcément, dans ces situations. Ouais, parce que ce qui est assez compliqué finalement, nous on est tombé dans ce schéma-là, c'est que dans notre méthodologie de refonte de site ou de création de site, on a toute une partie en amont qui est une partie stratégique et qui se passe avec des ateliers. Et ça, c'est des ateliers généralement présentiels. Et effectivement, on se disait comment on va faire. Et bah, finalement, Casa Yoga, c'est exactement ça. Et comme l'a dit Cyril, c'est des gens qui ont pris le temps, au moment où ils ont eu un pic d'activité fantastique, de se poser sur leur stratégie pour justement gagner du temps pour la suite. Et c'est ça qui est aujourd'hui, qu'il faut retenir. C'est ce temps, il faut l'utiliser et il faut l'utiliser à bon escient. Et on va vous expliquer un peu comment nous, on a fait. Effectivement, la première étape, donc, comme tu le disais, c'est de définir sa stratégie de refonte. Et comment on fait pour définir une stratégie de refonte? Exactement. En fait, ce qui est important, c'est au démarrage d'un projet, c'est de cadrer au mieux euh, vos besoins et les attentes de vos utilisateurs. Euh, En fait, il faut pouvoir présenter une vue globale de votre stratégie ou en tout cas de votre activité et avoir des gens avec vous qui vont pouvoir traduire votre stratégie en stratégie digitale pour pouvoir voir loin. Et par le fait de voir loin, on arrive à recentrer beaucoup plus rapidement les besoins vraiment primaires, je dirais. Donc la vision à long terme, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. On doit définir les axes de développement sur 2, 3, 4 ans et se dire, OK, ce qu'on va faire aujourd'hui, même si on le fait en 3 mois, même si on le fait en 2 mois, il faut que ça puisse servir la stratégie qui court sur 3 ans. Cette roadmap, on la fait généralement avec les décisionnaires, le board, les comités exécutifs, les patrons, qui vous voulez, mais les gens qui ont le savoir et qui vont pouvoir nous donner des indications claires sur le développement, la stratégie digitale, en tout cas eux ce qu'ils souhaitent faire, l'automatisation de leur activité, les différents workflows, tout doit être abordé pour avoir la vision la plus juste possible. Il faut que ça puisse se faire, hein. Parfois, on fait une roadmap sur 2 ans parce qu'on n'a pas la capacité d'aller voir plus loin. Mais il faut pousser au plus possible. Est-ce que Naomi, on a des questions jusque-là sur le chat ou on peut continuer? Peut-être sur la définition de la roadmap? Pour le moment, il n'y a pas de questions. Ok, nickel. N'hésitez pas, hein, si vous avez des interrogations, on y répond en direct tout au long de la presse. Ah. Ah, le petit bug. Une fois qu'on a défini une roadmap, donc on a vraiment sa vue globale, on va chercher à revenir sur un niveau plus bas, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un listing fonctionnel qu'on appelle en méthode agile le backlog. Et ce listing fonctionnel, il va vous permettre de se dire à partir d'usage quelles fonctionnalités sont nécessaires. C'est très important pour nous de travailler sur de l'usage. Dans le passé, on travaillait beaucoup sur de la fonctionnalité. Finalement, après avoir interviewé et travaillé avec de nombreux utilisateurs, on s'est rapidement rendu compte que la fonctionnalité, elle était secondaire. Finalement, ce qui doit motiver vos actions, c'est de travailler sur de l'usage pour rendre les choses exploitables tout de suite. Et une fois qu'on a travaillé sur les différents usages qui créent votre backlog, donc votre listing fonctionnel,
on va travailler sur le plus petit noyau fonctionnel, le plus petit noyau d'usage qui va vous permettre de tester, mettre en ligne, vendre, informer. Et ça va créer votre MVP. Le MVP, ce n'est pas le meilleur joueur de basket de l'année, mais c'est le minimum viable product, ça veut dire c'est le socle unitaire qui va être nécessaire pour que votre site ou votre applicatif il ait un intérêt et qu'il ne soit pas juste là comme étant une page qu'on voit. Donc là, on a pris un cas assez clair, rechercher un article, valider un devis, rechercher un collaborateur, voir mes KPI. Tout ça, on peut le réduire en fonction de ses besoins. Le MVP, ce n'est pas le même pour tous. Il y a des MVP qui vont présenter uniquement un catalogue produit et il n'y aura pas de tunnel de vente. Parce qu'en fait, l'important, ça ne va pas être de vendre, mais ça va être de capter des leads. Et parce que derrière, on n'a pas forcément encore l'infra qui est à disposition pour pouvoir délivrer ensuite si on part en e-commerce. Donc, il faut bien réfléchir à où j'en suis moi de mon développement. L'outil, OK, il va faire quelque chose, mais est-ce que je suis capable d'assumer la promesse qu'il y a derrière? Et par rapport à ça, après, on itère. Et une fois qu'on a mis en place le MVP, on cadre tout de suite la suite. Et ça, c'est une notion qu'on appelle le sprint. Donc, un sprint, c'est un peu comme la notion d'athlétisme. Hein. C'est OK, on rythme les choses. Oui, je suis très sport aujourd'hui, Cyril. Je vois que c'est ça. C'est une notion assez claire. C'est-à-dire que, en fait, un sprint, c'est un démarrage fin sur une période très courte. Il faut qu'on puisse cadencer les projets, les rythmer. Et en fait, le MVP, on va le découper en plein de sprints. Donc, généralement, un sprint, nous, on traite sur certains projets ce qu'on appelle des design sprints qui font une semaine. Mais là, c'est le temps vraiment le plus court possible. Généralement, on est plutôt sur des sprints qui vont de 2 semaines à 3 semaines et qui vont permettre de traiter l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, on part du concept et on arrive à la réalisation fonctionnelle. Et tout ça en 3 semaines. Et ça, on va le faire successivement, on va itérer et on va rajouter à chaque fois les briques. Un sprint, c'est une unité qui regroupe plusieurs fonctionnalités et qui servent à un usage. Ce découpage, il est ultra important. Il doit se faire systématiquement en présence de l'ensemble des parties. On ne définit pas les sprints sans que l'équipe technique soit là, sans que les UX soient là, sans que les gens responsables du contenu soient là quand on est sur un site internet. Donc c'est important, c'est une décision collégiale et qui est pour nous en tout cas fondatrice et généralement qui garantit le bon déroulé de la suite. Ce que tu soulignes là, c'est assez important, c'est la communication, vraiment intégrer tous les membres de l'équipe au moment de la définition du sprint. Parce que quand on est en télétravail, quand tout le monde est à distance, en fait, si quelqu'un rejoint le projet en cours de route, on va faire des retours en arrière, on va perdre du temps, du budget, du planning. Et donc, c'est primordial, ouais, vraiment d'intégrer toutes les équipes. D'ailleurs, j'ai une première petite question concernant justement le design sprint et le listing de fonctionnalités. Quel outil vous utilisez, vous? Alors, il y a deux dimensions. Quand on est généralement sur un site internet, nous, on a opté pour un outil de gestion de projet qui s'appelle Monday, qui est extrêmement modulaire et qui nous permet de rentrer l'ensemble de nos backlogs dedans. Donc, en plus, c'est un outil collaboratif qui est vraiment ultra puissant et il nous permet associer chaque membre de l'équipe, équipe interne ou externe d'ailleurs, hein, parce qu'il peut y avoir d'autres experts qui travaillent sur le projet sur d'autres dimensions que nous, on ne maîtrise pas. Et on peut leur associer chaque tâche. Le client peut voir l'intégralité du backlog et tous les niveaux d'avancement. Donc, sur les sites internet, on est plutôt sur Monday. Sur les applicatifs métiers, on traite de plus en plus d'applicatifs métiers. Et là, on travaille plutôt sur un outil qui s'appelle Product Board. Là, en termes de puissance, je crois que c'est le volcan, quoi. C'est ultra puissant, il faut le prendre en main. Mais quand on le prend bien en main, c'est royal. Ça permet d'agréger un nombre d'informations assez important sur un backlog extrêmement précis. Donc là, on va parler de features et ces features, elles vont ensuite être découpées. Et pour l'info, l'éditeur de logiciel est le même que Jira. Donc, Product Board pour l'aspect conception backlog en amont et après Jira pour l'aspect production, développement. Et tout ça, ça communique ensemble. C'est génial.
moi, si vous faites de l'applicatif métier, allez essayer. Et Monday, c'est juste du bonheur extrêmement intuitif, fluide à prendre en main. Et toujours des outils collaboratifs pour pouvoir justement travailler avec des gens qui sont. Ça évite de s'envoyer des fichiers, mais ça aujourd'hui, de plus en plus d'outils sont sur ce créneau-là. Ouais, c'est sûr. Mettre en place une organisation adaptée. Je crois que c'est la deuxième clé du succès et c'est le deuxième bug de la presse. C'est bon. Effectivement, l'organisation, Cyril venait d'en parler, l'équipe, c'est ultra important. On a vite tendance à penser que finalement, les gens travaillent en silo et que c'est bon, des maquettes dans tel format, si le développeur il connaît, il peut les récupérer, il n'y a pas de problème. Seulement, si on fait ça, on crée une inertie dans la compréhension de la complexité et dans l'anticipation des difficultés. Donc, ce qui est important, ce magnifique dessin l'illustre, c'est la complémentarité des compétences. Aujourd'hui, une équipe, alors nous chez Limpide, il y a 5 ans, je pense qu'on avait 4 métiers représentés sur la création d'un site internet. Aujourd'hui, on en a 7. Ça montre que on peut pas tout faire. Il fut une époque où on demandait à un freelance de faire un site internet et puis customiser un WordPress tout seul. Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Si on veut être performant sur le web, il faut être performant sur toutes les dimensions, ou sinon on est juste présent. Et pour ça, il faut des gens experts sur chaque niveau et qui ont leur poids dans la prise de décision. Et ça, c'est du staffing. Et le staffing, il faut qu'il soit un exemple très simple. Je veux refondre mon site internet et je me dis, je vais mettre 100K dans la refonte de mon site internet. Je mets un gros budget. Donc, moi, je veux un site internet qui fasse du ROI. Mais par contre, je mets un chef de projet interne qui avant était un comptable. Et en fait, vu que c'est un jeune et qu'il aime bien le digital, je le mets dessus. En fait, c'est erreur de casting complète. Ça veut dire qu'on va mettre un chef de projet qui n'a pas d'expérience sur un projet ambitieux avec une équipe d'experts. Et en fait, lui, il ne va pas apporter de valeur ajoutée, si ce n'est être une boîte aux lettres entre l'expert et le décisionnaire. Ça n'a aucun intérêt. Il faut prendre conscience du fait que le staffing est aussi important que le choix du partenaire avec qui on va travailler. Une fois qu'on a staffé efficacement, une fois j'ai toujours cette réaction quand je vois ce magnifique bronzage. La décision. La décision, en fait, aujourd'hui, on se retrouve souvent dans des situations où on propose. Et en fait, la difficulté quand on propose des choses, c'est de choisir après. Mais en fait, ce choix et donc cette décision, là encore, il est nécessaire. Et comme toute décision, comme tout choix, c'est impossible de se dire j'ai fait le bon choix tout de suite. C'est sûr, il faut faire ça. OK, le catalogue produit, on va le faire comme ça. OK, le parcours investisseur, on va le faire plutôt sous cet angle. La tonalité, on va la tourner plutôt comme ça. En vrai, la décision, elle ne sera vérifiée que par la data qui sera sortie par la suite. Donc, il faut prendre des décisions, il faut rythmer par la décision. Dans tous nos plannings, on met des dates de présentation des éléments et après, on laisse toujours un peu de temps et après, on met une date de décision. Si cette date de décision, elle n'est pas respectée, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, il y a forcément soit une incompréhension, donc ça veut dire que nous, on n'a pas été assez didactique ou pédagogique dans l'approche, soit il y a un problème de confiance. Et là, on arrive directement au point suivant. La confiance, elle est nécessaire. Aujourd'hui, faire un projet digital et le faire en remote, c'est une prise de risque. On en est tous conscients. On va mettre entre les mains de gens qui font des sites internet finalement un peu sa stratégie. Et généralement, il y a beaucoup de boîtes n'ont pas encore une connaissance du digital assez poussée. Donc, cette confiance, elle est nécessaire. Quand un expert vous dit croyez-moi, il faut faire comme ça, suivez-le. Suivez-le parce que c'est aussi comme ça que la relation, elle se crée. Si on se plante ensemble et qu'on sait réagir, ça montre une capacité à collaborer. Si on ne prend pas de décision, si on ne se fait pas confiance, si on attend que l'autre se mouille plus pour se dire « Ok, c'est bon, il a pris plus de risques que moi, je peux le suivre », généralement, on perd la motivation. Et donc, cette notion de risque,
Ouais, se lancer dans un site internet, ou dans un applicatif métier, ça comporte des risques. Tout projet comporte des risques. Aujourd'hui, il faut accepter cette prise de risque. On travaille beaucoup sur de l'innovation sur nos projets digitaux et souvent on a l'habitude de dire que l'innovation c'est pas rentable. Il faut pas le voir comme quelque chose de rentable. On peut investir énormément et se dire à la fin finalement qu'est-ce qui ressort de ça, et en fait se rendre compte que tout ce qui tient notre stratégie, ça tient par une chose qui a été trouvée en R&D il y a 2 ans. Et le risque, il fait partie systématiquement de tout projet qu'on lance, et encore plus dans le digital. Donc, pour pouvoir diminuer cette prise de risque, il faut se faire confiance, il faut prendre des décisions et les rythmer, et il faut avoir un staffing qui soit en corrélation avec l'ambition du projet. Christophe, j'ai une deuxième petite question pour toi. Est-ce que tu peux nous partager peut-être un retour d'expérience concernant justement l'organisation d'un projet? Qu'est-ce qui marche bien ou inversement, qu'est-ce qui marche pas bien? C'est une bonne question. Je vais essayer de trouver un exemple qui est parlant. Ouais, alors je pense que j'ai un bon exemple. On a travaillé récemment pour un grand groupe français qui se lançait sur la création d'un outil de dématérialisation sur du RH, sur des ressources humaines, excusez-moi. Euh, une ambition forte en fait de créer un outil très user-friendly, en agilité totale. Mais par contre, c'était pas du tout en adéquation avec la culture d'entreprise. C'est-à-dire que le digital, pour eux, c'était de l'informatique. Enfin, je caricature un peu, mais le digital était plutôt de l'informatique. Et dans les anciens process, on va dire, avant, on était très, allez, on donne un prestat technique, on va suivre un cycle en V, ça va prendre 18 mois, et puis je vais le suivre, hein, toutes les semaines, je vais faire un coproj, et si jamais il faut lui taper dessus, je lui taperai dessus, et puis t'inquiète pas, on aura ce qu'il faut. Mais finalement, on n'avait jamais le truc en 18 mois, on l'avait plutôt en 36 mois, et puis tout le monde saturait sur le projet, on changeait les équipes 25 fois, enfin bon. Et là, on avait des gens qui étaient plutôt dans cette culture-là, mais en fait qui avaient tellement envie de passer sur un autre mode et de nous suivre. Et là, la confiance, elle a été directe. Et en fait, les gens, ils ont créé un binôme avec un RH et un IT, et une personne qui vient des systèmes d'information et qui avait déjà fait de la refonte de site. Et en fait, ils ont commencé à travailler ensemble. Et ça, ils l'ont fait pendant 9 mois. Et pendant 9 mois, il y a eu une montée en compétences fantastique de ce binôme qui a été impliqué, mais comme rarement on l'avait vu, avec une vraie envie d'aller vers un apprentissage et surtout une compréhension de ce qu'on faisait. Et ça nous a demandé beaucoup de travail à nous aussi, en acculturation. Mais en fait, c'est un travail motivant. Donc, on l'a fait avec grand plaisir. Et donc voilà, donc ça c'est un exemple de un binôme en termes d'organisation. Quand vous-même, vous n'avez pas la personne parfaite qui a réussi à allier la connaissance métier, la connaissance digitale, parfois ouais, un binôme, ça peut permettre d'être beaucoup plus fort sur des sujets comme ça. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Si, très bien, très bonne réponse. Adapter ses méthodes de production. Je pense que c'est là où le confinement nous a le plus bousculé. Nous, on s'est retrouvés quand même dans une situation où faire du collaboratif un peu cool sur des ateliers, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile en confinement. Cependant, on s'est retrouvés à réussir à les faire. Et à réussir à les faire dans une bonne ambiance et avec de très bons résultats. Et ça a été clairement permis par de l'outil, quoi. Les méthodes de production aujourd'hui, elles sont supportées par des outils. L'idéation, comment on fait travailler, comment on fait émerger une intelligence collective alors qu'on est tous chez soi, comment on arrive à s'exprimer sans parler euh, et, et, sans se voir, ou en tout cas en se voyant juste au niveau de la tête. Tout ça, c'est ce qu'on a essayé de travailler en trouvant des nouveaux outils. Donc là, on en présente 2, par exemple. Si je peux. Ouais, vas-y, Cyril. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi sur le télétravail et cette phase d'idéation, c'est donc les ateliers.
Donc, tu le disais, on a trouvé des solutions, nous, quand on a géré toute cette phase d'atelier à distance, avec tout le monde à distance. Et là, avec le déconfinement, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que le format hybride, donc des personnes en atelier et une autre partie de l'équipe à distance, c'est un format qui ne fonctionne pas. Parce que, en fait, il faut soit avoir tout le monde en présentiel, soit tout le monde à distance. Parce que forcément, quand on a une partie à distance, on a un peu tendance à les laisser de côté. Eux commencent à faire d'autres choses sur leurs ordi. Et, euh, et donc, du coup, si on se refocalise sur ce qui fonctionne à distance, c'est le travail collaboratif, donc avec l'animation et des outils comme Bicast, qui est un outil très intéressant puisque Bicast, ça nous permet de dérouler une presse et de faire des mini-ateliers, des mini-exercices au milieu de cette presse. Les gens chez eux votent depuis leur ordi ou leur téléphone en direct. Donc, on a les résultats qui s'affichent sur la presse. C'est une présentation dynamique. Et le résultat ressort. Pour le compte-rendu d'après-atelier, on a déjà tout qui est impliqué. Là, on a un exemple, c'est un nuage de points, par exemple. Si je vous dis comment vous percevez comment vous qualifiez votre site, les gens ont répondu créatif, compliqué, élitiste. Et, euh, et ces mots-là ressortent de plus en plus gros en fonction du nombre de votes qu'il y a pour ce mot-là. C'est intéressant. Le premier, enfin celui de dessus, Miro, c'est un white paper digital où on peut annoter, comme sur des post-it, toutes ces idées, vraiment avoir une vision très globale du projet. Et encore une fois, c'est un support qui permet l'échange et qui appelle au collaboratif. C'est assez intéressant. Mais il y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'est ceux qu'on utilise nous à l'agence. Ouais, pour poser une roadmap, par exemple, Miro, c'est absolument génial. Ceux qui ont l'habitude de faire du mind mapping, ce genre de choses, c'est parfait. Et en plus, ça a la capacité d'aller s'interconnecter avec d'autres outils comme Drive et de vous permettre, à partir du même outil, de faire énormément de sessions de travail qui peuvent être soit centrées sur un point particulier, soit agrandies sur une overview. C'est vraiment génial. Et Bicast, c'est très, très sympa. Et en plus, c'est français. Dans les méthodes de production, alors là, je pense que c'est là où on a eu le moins de problèmes. Forcément, dans le digital, alors, on a tous passé les grèves et les gilets jaunes fin 2019. Les outils, ils sont nécessaires. Sur la prod, on se rend compte que travailler de chez soi, bah, on est obligé parfois. Nous, on a eu à le faire quand même très tôt. Et pour ça, bah, on s'est doté d'outils. Là, on en a mis deux, mais au final, on se rend compte que des outils, on en utilise beaucoup en fonction des contextes. Parce qu'il faut aussi avoir cette connaissance de ces outils pour pouvoir se dire, OK, dans tel contexte, celui-là sera beaucoup plus adapté. Et ça aussi, ça fait gagner du temps. Là, on voit deux de nos outils. On a Figma et Maze. Figma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui va permettre de travailler de manière collaborative sur des maquettes. Alors, nous, on l'utilise beaucoup en phase UX pour pouvoir justement travailler avec les rédacteurs. Donc, en UX, c'est UX copywriter qui vont travailler en collaboration avec les UX designers pour créer des pages qui soient performantes autant en termes de SEO qu'en termes de parcours. Et en fait, ce Figma, il va permettre à tout le monde de travailler en même temps dessus. Et il fait gagner un temps absolument hallucinant. Et on aurait pu mettre aussi, hein, on utilise beaucoup un outil qui s'appelle InVision, que vous devez tous connaître, qui permet aussi de mettre à disposition aux clients les maquettes qu'on a réalisées et de lui permettre de les voir dans un environnement exploitable. Donc, il est sur son ordi, il a les maquettes comme si c'était un site. Et surtout, il va pouvoir, même ces maquettes, nous faire des retours et suivre l'avancement aussi du traitement de nos retours. Donc, C'est intéressant avec un outil comme InVision ou même Figma, c'est cette possibilité d'annoter les retours en direct et aux endroits précis, ce qui évite des échanges de mails interminables avec en haut à droite le logo machin incompréhensible. Et là, on est sur une méthode de travail avec tout le monde qui est à distance, qui est beaucoup plus productive. Ça nous permet d'aller plus vite dans les plannings. en fait, ce qui est marrant, c'est ce que tu viens de dire, c'est les mails. Alors ça, ce serait sympa de faire une stat là-dessus. Moi, je me rends compte qu'en fait, on n'a pas reçu beaucoup de mails pendant le confinement et que tous les autres moyens de communication, ils ont remplacé le mail.
En fait, on se rend compte que traiter des mails, c'est pas amusant. Et qu'en fait, ça enlève ce côté temps réel. Et on s'est rendu compte pendant le confinement qu'on avait besoin d'être efficace quand on travaillait. Et que pour ça, l'information, on avait besoin de l'avoir en direct. Les outils en temps réel, collaboratifs, ça permet tout de suite d'avoir l'information. S'appeler, ça permet tout de suite d'avoir l'information. Que ce soit au téléphone, en visio, en machin, on a tout de suite l'information. Envoyer un mail, ça envoie de l'inertie. Et ça commence à être embêtant. Et juste juste une seconde sur celui d'avant. Tester aussi. Nous, notre méthode, elle repose beaucoup sur du test. Donc, quand on fait un site internet, savoir si un parcours est performant, nous, on ne sait pas le dire et notre client, il ne sait pas le dire généralement. Nous, on crée un parcours qui répond à un besoin et on essaye de le faire de la manière la plus fluide possible. Par contre, après, on le met systématiquement, on essaye en tout cas de le mettre en test chez des utilisateurs réels. Ces utilisateurs, vous pouvez les choisir chez vous, enfin, dans votre cadre de prospect, de candidat, enfin, de la cible qui vous intéresse, mais vous pouvez aussi les sélectionner à l'extérieur. Pour ça, il y a des plateformes aujourd'hui et nous, on l'a fait pendant le confinement. On a fait des campagnes de tests complètes sur un outil, par exemple, qui s'appelle Maze, qui permet, quand on a déjà des testeurs, de leur soumettre un site internet, de faire une série de tests, de récupérer les informations et soit de confirmer ce qu'on a créé, soit de l'optimiser. Donc, enfin voilà, même en confinement, les tests, c'est pas uniquement on invite 15 testeurs dans nos locaux pour faire une session de test en réel. On peut aussi réaliser ça en distanciel sans aucun problème et avec la même efficacité. Et ça permet de voir aussi, d'avoir vraiment la vision de l'utilisateur et de trouver des choses intéressantes. On a des choses parfois un peu compliquées où on n'y aurait pas forcément pensé, et d'autres qui sont évidentes quand on a le retour. C'est un exemple là sur un cas client où avec un test utilisateur, on s'était rendu compte que sur une page de liste, les images n'étaient pas cliquables et, euh, et on a eu ce retour-là des utilisateurs en disant bah ouais, c'est dommage, on clique sur l'image, on n'a rien, donc on pense que le petit texte de présentation de l'offre est la présentation globale, alors qu'en fait derrière on a une page produit. Et donc du coup voilà, d'avoir ces retours-là, c'est toujours une valeur ajoutée pour avoir quelque chose de performant, toujours dans cette notion de performance. On gagne du temps, c'est clair. Christophe, Cyril, on a donc deux questions concernant les outils. Chez Limpide, on l'a dit, on en utilise quand même un certain nombre. Aujourd'hui, comment on fait pour ne pas éparpiller l'information quand on utilise beaucoup d'outils? Alors nous, tu pourras compléter Christophe après, mais Vas-y. on utilise pas mal d'outils et ces outils-là, en fait, on fait du benchmark, on les teste avant. On a par exemple Monday, qui est l'outil de gestion de projet qu'on voit ici et dont on a parlé tout à l'heure. On a fait un test des outils de gestion de projet, Trello, Monday, il y en a plein. Et c'est celui qui est ressorti du lot par rapport à nos usages. Le coup, on l'a sélectionné et on se focalise, on essaye de tout centraliser là-dessus. Sur des outils, il y en a beaucoup qui sortent. On vient challenger souvent ces outils-là pour être à jour, pour avoir des choses sympas, à partager à nos clients aussi, parce que c'est quelque chose qui leur plaît. Et donc, du coup, on essaye d'éviter de s'éparpiller. Et on a eu le sujet il n'y a pas longtemps, il me semble, Christophe, sur faire un tri dans toutes les licences qu'on a, parce que ça peut vite coûter cher hein, d'avoir des dizaines d'outils et être sûr qu'on les utilise. Ce qui est intéressant avec les logiciels SaaS et collaboratifs, c'est qu'on peut les utiliser 1, 2, 3 mois. Et si on voit que les équipes ne l'utilisent pas, on ne va pas les forcer à l'utiliser. C'est vrai que c'est que ça ne plaît pas, c'est que ça ne marche pas avec nous. Et donc, on peut passer à autre chose et toujours rationaliser et travailler en amélioration continue. Alors, je crois que ça ne répond pas tout à fait à la question. Ah, Là, tu as plutôt abordé comment on choisit nos outils et effectivement, tu as tout à fait raison. désolé. Et en fait, après, on n'éparpille pas l'info. C'est-à-dire que là, j'ai cité beaucoup d'outils, mais chaque outil a sa fonctionnalité. L'outil maître qui permet de centraliser, ça va être l'outil de gestion de projet dans le cas d'un site Internet. Si c'est nous qui décidons, on met Monday en place. Si le client, par contre, peut avoir Trello. Et dans ce cas-là, si lui, il est habitué à utiliser Trello, nous, on sait utiliser Trello, on va utiliser Trello. Mais par contre, si nous, on a l'opportunité de le faire, on met dans Monday. Et dans Monday, il y a toute la mémoire du projet. Après, tous les autres outils qu'on va utiliser, c'est des outils qui sont autour. C'est-à-dire que si, par exemple, on a besoin de travailler en atelier, toute la phase d'atelier, elle est réalisée avec des outils, mais tout le contenu de ces outils, par exemple, si on fait une mind map complète sur Miro, une fois qu'on a fait cette mind map, on va faire
déjà une copie de cette mind map et tout le CR va être intégré sur Monday. Donc, on pourra, et avec le lien, bien entendu, pour y aller. Donc, tout est centralisé dans Monday et on va avoir vraiment toutes les informations dessus. Après, sur des outils plus de production, on va travailler en fonction de la performance. Là, par exemple, je vous ai montré Figma. On travaillait avec Zeppelin il y a encore quelques semaines. Avant, on travaille sur Sketch. Avant, on travaillait sur Photoshop. Enfin, c'est une évolution en fait. C'est une évolution qui correspond à aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet d'être efficace, rapide. Nos clients, ils veulent pas qu'on augmente nos prix. Nous, on veut pas perdre d'argent et on veut continuer à être rentable. Donc, la seule solution, c'est d'avoir des outils qui nous permettent de travailler plus vite. Zeppelin, quand on l'a mis en place, Zeppelin, c'est un outil qui permet l'interfaçage entre les maquettes créatives et l'intégration HTML, par exemple. Quand on l'a mis en place, ça nous a permis de gagner 30% de charge sur la partie développement. Ces 30%-là, on les a répercutés directement dans nos prix. Et on les a répercutés d'une façon, pas forcément sur une baisse de prix direct, mais dans une augmentation de la qualité en mettant d'autres étapes de validation avant pour être sûr et certain de ne pas créer de bugs en sortie. Meilleure qualité des projets. Enfin, voilà. Donc, choix des outils en fonction de la performance opérationnelle et surtout, tout centralisé dans le même outil. Et on ne change pas. Effectivement, j'avais pas, j'avais pas bien compris la question. Désolé. Pas de souci, mais c'est ce que j'avais cru comprendre. L'étape suivante, la collaboration, là, on l'a quand même pas mal abordé. C'est pouvoir discuter, être en contact régulier. Et en fait, on a commencé à y répondre. C'est tout centraliser, C'est clair. centraliser l'information sur un outil, mais avoir un écosystème autour. Et en plus de ça, on a forcément d'autres outils qui nous permettent de collaborer, comme Zoom, par exemple, ou Google Hangout. Voilà, aujourd'hui, on a une multitude de possibilités gratuites et payantes pour travailler à distance. Et ça se fait assez simplement avec des outils qui sont toujours travaillés pour enfin, de plus en plus pour l'utilisateur, et donc du coup simple à prendre en main. Ce que j'aime beaucoup, c'est la capture d'écran Zoom qui n'est pas du tout un atelier, mais un apéro limpide pendant le confinement. Exactement ça. En fait, on parlait d'usages aussi qui ont évolué. Les Corona-péros font partie des évolutions des usages. Ah ouais, mais c'est C'est sûr. une capture de Corona-péro. Mais ouais, parce que dans la collaboration, là, on va digresser un peu, mais la collaboration, c'est pas juste travailler en fait. La collaboration, c'est aussi créer du lien avec les équipes projet. Et s'il y a un moment, on fait que travailler, on se voit que pour travailler, honnêtement, et que ce soit en interne ou avec des clients, enfin voilà, enfin, faut se laisser un peu de temps de récréation. Et des outils comme ça, honnêtement, on peut faire des récréations sympas. C'est plutôt, enfin voilà, faut pas hésiter à les utiliser. Le triptyque gagnant, ça c'est beau ça. On dirait, ouais, ça fait très tiercé, le triptyque gagnant. À chaque crise, ses opportunités. Tu veux parler? Je parle. Ah bah moi je vais bien parler. Moi, transformation digitale, investir dans ces outils digitaux. Un exemple simple. Aujourd'hui, on a des clients qui ont pas du tout arrêté de travailler euh, parce qu'ils étaient équipés. Parce qu'ils avaient en amont réfléchi aux outils qui leur permettraient de travailler. Alors, investir dans ces outils digitaux, il y a deux dimensions. Il y a la dimension je dois développer un outil pour moi et la dimension je choisis des outils dans le commerce. Donc, il faut regarder ce qui se fait. Ça ne sert à rien de développer un outil qui existe déjà. Achetez-le, testez-le, mettez-le en place. Si ça marche et si vous voyez qu'il admet des limites ou stratégiquement, vous ne souhaitez pas mettre vos outils digitaux dans la main d'un éditeur tiers, ok, vous faites du sur-mesure ensuite et vous le développez pour vous. Mais dans tous les cas, investissez dans vos outils digitaux. Parce que ce qu'a dit Cyril sur notre process de choix d'outils, ça restera. On testera toujours des outils pour aller plus loin dans notre process, dans notre efficacité opérationnelle, parce qu'au final, ça ne fait que augmenter notre motivation et notre bien-être au travail. La capacité de survivre à des crises comme ça, où on nous ampute complètement de notre capacité de déplacement et d'aller voir les gens, ça se fait par des outils digitaux. Donc, étudiez là où sont vos forces et essayez d'aller trouver des choses qui vont vous permettre de créer un effet levier qui sera bénéfique.
le deuxième point, il est intéressant aussi, c'est la valorisation des données. Aujourd'hui, avec le digital et notamment les sites internet, on peut récupérer énormément d'informations avec de l'analytics, même du Hotjar. Enfin, on peut vraiment récupérer, avoir une vision très précise de qui vient sur son site. Ça, en fait, beaucoup de gens se basent sur cette étape-là, la récupération de données, mais ne mettent pas vraiment les mains dedans. Savoir qu'on a X milliers ou centaines de sessions par mois sur son site, bah, en fait, c'est bien, mais ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est de suivre ces indicateurs pour prendre des décisions. Et on en parlait tout à l'heure, c'est que en fait, les visions stratégiques qu'on peut avoir sur un site internet, comment le faire évoluer, comment adapter son offre à ses utilisateurs, bah ça se fait par l'analyse de la donnée et la prise de décision qui en découle. Là, on était l'autre jour en projet avec un de nos clients qui s'appelle l'Industrie, qui a une école, qui est en train de construire une école pour former des jeunes au métier de l'industrie du futur, de demain. Et cette école sera basée dans le nord de Paris. En se basant sur les analytics, on s'est rendu compte que, alors c'est un des points qui était assez simple, mais qui comme ça est plutôt abordable, c'est les visites venaient principalement du nord de Paris et les pages consultées étaient sur les formations proposées par l'école. Et ben en fait, cette petite analyse simple, elle va nous permettre de pousser derrière le contenu. On va se dire, bon, bah, ok, ce qui intéresse mes utilisateurs, c'est les gens, enfin, ce qui intéresse les gens qui vont dans mon site, c'est les personnes qui sont dans le nord de Paris et qui se renseignent sur les formations. Donc, pourquoi pas mener une opération de communication ça peut être de l'affichage extérieur, ça peut être de l'article de blog, ça peut être créer du contenu sur comment se former à Stein en l'occurrence. Et donc, du coup, ça nous permet de prendre des choix et de faire évoluer aussi son offre. Si on se rend compte que on propose, si je présentais Limpide par exemple, sur notre site internet, si toutes nos datas nous envoyaient plutôt sur de l'intéressement utilisateur côté UX ou BX, et ben forcément, nous en commercial, on va adapter notre discours, on va réorienter pour forcément coller à ce que les gens cherchent. Et ça, c'est assez important, notamment, et c'est des choses qui peuvent se faire à distance. Et nous, on a mis en place aussi un outil qui facilite l'accès à cette donnée et la prise de ces décisions. C'est le Data Studio, qui est un dashboard, un tableau de données qui est connecté à vos analytics. On peut aussi connecter des sources extérieures et qui va vous donner une vision précise de KPI, d'indicateurs clés de performance que vous souhaitez suivre et étudier. C'est quelque chose qui est c'est un outil qui est encore une fois collaboratif, qui est en ligne, donc on peut enfin pas forcément collaboratif, mais qui est accessible en ligne et qu'on peut consulter en temps réel. Et donc du coup, ça c'est des choses qui simplifient l'accès à ces données. Et c'est un outil gratuit. C'est un outil gratuit. Donc on s'engage clairement à le faire. Ouais. Le dernier point, organisation agile. Là, je pense que vous l'aurez compris, hein, télétravailler, ça implique de l'agilité. Ce qui est intéressant, l'opportunité de cette crise, c'est que forcément les entreprises vont de plus en plus télétravailler. Et comment on le fait? C'est pas inné. Il y a certaines personnes, avec Christophe et Naomi, on était en rendez-vous juste avant, qui nous disaient qu'ils n'aimaient pas du tout télétravailler. Et en fait, cette organisation-là, elle se fait pas du jour au lendemain. Il faut aussi s'adapter, se former. Et sur la gestion sur du product management, par exemple, c'est quelque chose qui est intéressant de savoir manager des équipes à distance, comprendre. Et là, on vous a donné quelques clés pour des sites internet. Mais l'idée, c'est monter en compétence toujours et aller chercher de l'information sur des sites internet, sur des blogs, discuter avec vos pairs, aller à des événements quand on pourra de nouveau aller à des événements et se former. En ce moment, on a l'État français qui subventionne les personnes en chômage partiel avec le dispositif FNE. Donc, vos formations sont gratuites, enfin gratuites, elles sont payées par l'État. Elles sont payées par l'État, il faut préciser. Et donc, du coup, ce dispositif-là, vous pouvez aller sur un organisme de formation
qui par hasard pourrait être limpide, par exemple. Et, Par euh, hasard. et donc derrière, vous pouvez vous former et monter en compétence sur ces méthodes, sur des choses sur lesquelles vous voudriez monter. Donc voilà, Ouais, c'est des choses juste pour reprendre sur la formation et enfin, sur se former pour s'adapter, un petit retour d'expérience là aussi. Il y a quelques années, on avait des clients qui nous demandaient de créer un site internet un peu costaud et qui en interne avaient un chef de projet digital qu'ils avaient pris généralement en consultant pour mener le projet. Et une fois qu'on livrait le site, il n'y avait plus personne. Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. On n'a plus jamais ce cas de figure. Soit les consultants externes, ils restent après pour manager le site et pour pouvoir piloter les différents pays, les machins et tout, les actions web marketing qu'il y a autour. Soit on forme directement des gens, on leur permet de monter en compétences et ils rentrent dans un cycle de formation. Nous, on appelle ça la formation webmaster parce que c'est les prérequis pour réussir à comprendre ce qui se passe sur un site en analytique, en SEO, utiliser par exemple un WordPress. Nous, on est pro WordPress, mais il y a plein d'autres CMS. Savoir ce que c'est une mise à jour de plugin, savoir discuter avec des devs et ainsi de suite. Ça, c'est pour le site internet. Là, Cyril a parlé du product manager. Là, c'est le webmaster pour les applicatifs, on va dire, métier. C'est important de se staffer et de faire en sorte qu'une fois, d'utiliser en fait les projets digitaux qu'on lance pour pérenniser son organisation et capitaliser sur les gens qui restent. Une personne qui part, c'est compliqué. Ça remet de l'inertie, c'est un risque supplémentaire. Donc voilà, former, c'est important. Ne voyez pas ça comme quelque chose de temporaire et essayez de monter en compétences. Nous avons terminé avec ce premier sujet. Le prochain webinar, donc je vous le disais, hein, c'est un format qu'on va garder dans le temps, aura lieu le 18 juin. C'est l'appel du 18 juin. Et donc, du coup, le sujet sera sur le product management. Comment on fait du réel product management? Comment on place un product owner ou un product manager sur un projet et comment travailler dans une organisation agile pour un produit digital, bien évidemment. C'est un format qui est ouvert, on vous partagera l'invitation et n'hésitez pas à la retransférer à des personnes qui pourraient être intéressées sur ce sujet. Merci. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi. On espère que on vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Effectivement, n'hésitez pas à nous rejoindre sur d'autres et comme l'a dit Cyril tout à l'heure, tous nos autres webinaires sont en ligne. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça vous permettra de passer quelques heures en notre compagnie. Christine, Christophe, Cyril, moi j'ai une dernière petite question. Euh, En période de télétravail, finalement, comment on arrive à motiver des équipes? Surtout dans un contexte là qu'on connaît qui est un petit peu sombre, mais finalement, comment on met en marche ces équipes-là et on fait, comment on continue nos projets finalement? Alors, pour ma part, en fait, moi, je m'occupe beaucoup de management au sein de Limpide. Déjà, il y a le contact. Vu qu'il n'existe plus, il faut créer de la récurrence dans les points qu'on va faire. Donc, point quotidien. Alors, nous aussi, on est dans une période de chômage partiel. Tout le monde n'est pas obligé de venir. C'est aussi un peu en fonction des disponibilités. Mais il y a un point quotidien qui est ouvert. Ce point, il permet aussi d'être le sas où on a le droit de parler d'autres choses, quoi. Enfin, où on a le droit de venir avec son café et puis de dire ah bah ouais, ah t'as fait quoi hier? Ah ouais, j'ai fait ça. Ah là, je suis sorti, c'est cool. Euh, ce côté humain, en fait, ce côté qu'on vit tous les jours sans s'en rendre compte quand on est dans nos locaux, il faut se mettre des créneaux. Alors, c'est difficile parce que finalement, ça remplit vite l'agenda, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et au lieu de passer une demi-heure sur mon scoot pour aller au bureau, eh ben, je préfère passer une demi-heure en visio avec les équipes qui sont disponibles et discuter avec eux. Donc ça, c'est d'un point de vue global équipe. Et après, c'est la même chose sur les projets. Faut savoir créer des instants où on a la capacité de parler aux gens. Il faut aussi créer des moments où on apprécie aussi le travail qui est réalisé. Je pense à Casa Yoga pour le citer, où on a réussi une perf quand même, réussir à créer de la strat pendant une période de confinement sans avoir été en contact physique avec les clients sur un temps très court. Tout ça, faut s'en féliciter aussi. Il faut se dire, OK, il y a des moments, on a le droit de se faire un petit apéro ou une petite célébration en visio pour se dire, OK, c'est cool ce qu'on a fait. Vous vous rendez compte, c'est cool.
Donc, faut pas hésiter. Il y a les strokes positifs qui existent en analyse transactionnelle. C'est pareil là. Il faut pouvoir se dire à certains moments, ce qu'on fait, c'est bien. Et ce que vous faites, c'est bien. Et moi, je passe du temps en ce moment sur mes comités de pilotage avec les clients. Ils passent du temps à m'interroger sur la santé financière de Limpide, parce que forcément, c'est un peu le sujet actuel sur les boîtes qui font moins d'1 milliard de chiffre d'affaires. On se demande tous, est-ce qu'elles vont continuer ou pas? Donc nous, ça va, on est plutôt serein pour l'instant. Mais par contre, c'est toujours suivi de merci. Merci de nous faire confiance. Merci de continuer les projets avec nous. Et les remerciements, ils sont dans les deux sens. Donc voilà, s'aménager des moments, la motivation, elle se crée aussi parce qu'on prend le temps de se parler. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait vite qu'on retourne au travail quand même, parce que ça manque, quoi, le contact, les blagues, tout ça, quoi. Voilà. Le mot de la fin pour Cyril? Bon appétit. Eh ben, merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.